Et à tous, on a attendu 5 minutes réglementaires. Je propose qu'on commence. Donc, cette conférence, cet atelier s'intitule « Faut-il faire la guerre à la Russie ?» Un titre, vous l'avez bien vu, volontiers provocateur, parce que la réponse est évidente. C'est clairement non, il ne faut pas faire la guerre à la Russie, parce que la France insoumise promeut la paix, et donc une résolution pacifique et non pacifiste des conflits. Et cette conférence n'a pas non plus comme objectif de faire une hagiographie de la Russie, de sa politique intérieure, de ce pays si fortement démocratique, ou de ce président si sportif et si magnifique que peut l'être Vladimir Poutine. Il y aura évidemment toujours des malhonnêtes pour prétendre le contraire, mais je le réaffirme, il n'y a pas ici donc de volonté d'une hagiographie de la Russie, mais bien la volonté d'établir ensemble une vision géostratégique, une vision géopolitique qui se base non pas sur des imageries que les médias diffusent à longueur de journée et qui ne sont autres que de la propagande, mais bien la volonté de se baser sur des réalités, des analyses mesurées pour voir en fait quels sont les grands tenants qui aujourd'hui font que le monde est un monde instable et pourquoi la Russie ne doit pas être a priori déterminée comme l'ennemi avec un grand E, mais un partenaire ou un pays avec lequel nous devons avoir des liens, des échanges, des discussions. Y compris même au vu de l'histoire. Si l'on prend le temps long historique, sans remonter jusqu'au Moyen-Âge, remontant jusqu'à la fin du XIXe siècle, la République française, qui se voulait un des phares de l'Europe, avec sa volonté de se réaffirmer comme le pays des droits de l'homme, de la démocratie, etc., s'est allié avec la Russie tsariste, le pays le plus autocratique qui soit, parce que la France avait à l'époque besoin d'une alliance de revers vis-à-vis de cette Allemagne naissante, cette Allemagne impériale qui avait des prétentions, et ces prétentions qui ont conduit jusqu'à la Première Guerre mondiale. De la même manière, c'est également la République française qui, la première, a reconnu l'URSS dans les années 20, dans les années 20-30, pour justement continuer ce jeu de domino, on va dire, diplomatique, qui contribue à assurer la place de la France. Le général de Gaulle, lui aussi, a travaillé avec la Russie soviétique dans les années 60. Et donc on voit donc qu'il y a une permanence, un temps long historique de ces relations franco-russes qu'il convient donc d'avoir en tête, parce que on ne peut pas dire que avec tous les pays nous avons cette histoire d'accords. Alors des accords plus ou moins proches, etc. Là n'est pas non plus la volonté de jeter des fleurs sur la Russie soviétique, mais de se dire que, quel que soit le type de régime, la France avait des liens et des accords avec la Russie. Et donc, il faut donc que, sans arrière-pensée, nous lancions dans un premier temps un travail de déconstruction des critiques à l'égard de la Russie, qui sont souvent partiales, la plupart du temps unilatérales, et parfois infondées. Donc nous allons dans un premier temps regarder ce qu'il en est
des critiques et de la vision qui nous est donnée par nos médias occidentaux de la politique intérieure russe. Donc sur la question, et surtout, nous allons regarder ce qui nous est dit de ce pays, et le plus intéressant, c'est de le comparer avec ce qui nous est dit, ou plutôt ce qui ne nous est pas dit, des alliés, de nos alliés dans le monde qui, pour la plupart, et on va le voir, ne va pas tellement mieux que la Russie de Poutine. Sur la question des élections. Alors en effet, Vladimir Poutine a encore été réélu au mois de mars avec plus de 76% des voix pour un quatrième mandat. C'est un score qui est quasiment stalinien pour filer une métaphore russe, mais bien évidemment, les conditions ne sont pas celles d'une démocratie parfaite. De nombreux incidents ont été relevés et plus que tout, le pluralisme est limité, les opposants russes passant plus de temps en prison qu'en liberté. Mais si on compare, et si on utilise, allez, on va prendre un journal américain, The Economist, qui a fait un index de la démocratie en 2017 qui classe les 167 pays. Déjà, première chose qu'on peut remarquer, c'est que la France n'est plus dans les 20 premiers pays de ce classement. Donc déjà, on peut se poser des questions sur notre capacité à donner des leçons de démocratie quand on ne fait pas partie des 20 premiers. Le classement de la Russie s'est continuellement dégradé depuis 2006. Ce qui est la preuve que les sanctions imposées par l'Occident à la Russie, quand je parle d'Occident, j'utilise la catégorisation états-unienne de ce terme. Je ne reprends pas le terme Occident à mon compte. L'Occident, c'est une construction intellectuelle qui n'existe pas. Et donc, il y a des guillemets quand j'utilise le terme Occident, occidental. Et les 5 derniers pays de ce classement, il y a la République démocratique du Congo, il y a le Centrafrique, le Tchad, la Syrie et la Corée du Nord. Parmi eux, il y en a au moins 2 qui sont parmi les plus fidèles alliés de la France, à savoir la Centrafrique et surtout le Tchad. Le Tchad, pays dans lequel nous possédons une base essentielle pour les intérêts français en Afrique depuis le début des années 1970. Le Tchad qui fournit aujourd'hui le contingent militaire le plus important dans la force militaire du G5 Sahel, qui est soi-disant la solution militaire et politique à la sortie de crise au Mali, eh bien, ce Tchad est dans les 5 pays les moins démocratiques. Clairement, le pays dirigé par Idriss Déby n'est pas un modèle de démocratie. Et pour autant, est-ce que vous avez vu un média français critiquer, expliquer quelle est la situation des droits de l'homme dans ce pays? Jamais, nulle part, on ne retrouvera une critique française de la politique intérieure tchadienne. Sur la question de la presse. Bon, je m'excuse, mais je dois aller... je vais aller assez vite sur ces points-là pour qu'on ait le temps d'avoir un échange et des questions. Sur les questions de la presse, évidemment, la liberté de la presse en Russie n'est pas satisfaisante. Donc, prenons un classement qui n'est pas non plus, on va dire, un classement qui est fait par des officines d'extrême gauche, mais plutôt par une officine de la CIA comme RSF. Donc, la France n'est que 33e. Les États-Unis sont 45e. La Russie, 148e. Mais les grands amis de la France, comme l'Égypte ou l'Arabie Saoudite, sont respectivement 161e ou 169e. On voit donc bien là que la Russie n'est pas le paradis des journalistes, mais il en va de même pour des pays à qui l'on fournit des armes, à qui l'on fournit un soutien logistique, des pays qui sont reçus avec le tapis rouge par notre président.
La liberté de la presse, ça fait partie des droits de l'homme, hein, c'est la liberté d'informer. Et les droits de l'homme, évidemment, de la même manière, sont bafoués dans de nombreux pays du monde. Et on va parler, par exemple, on va prendre 2 critères. Hein. La question de la peine de mort, où certains pays voient leur nombre de peines de mort augmenter. C'est le cas, par exemple, essentiellement de l'Arabie Saoudite. Hein, 48 décapitations entre janvier et avril 2018 en Arabie Saoudite, 150 exécutions en 2017. Deuxième critère, la question des minorités. Prenons la question que je connais bien des minorités et des personnes LGBT. En 2017, on dénombre 72 pays qui condamnent l'homosexualité et notamment qui entraînent dans certains pays la peine de mort. C'est le cas du Yémen, c'est le cas de l'Iran, mais c'est également le cas de 3 pays qui sont amis, qui sont alliés de la France, qui sont l'Arabie Saoudite, le Qatar ou la Mauritanie. Si on prend le cas de la Russie, la situation des personnes LGBT y est loin d'être favorable, mais au moins la peine de mort n'y est pas appliquée. On peut dire que c'est une... comment dire ? Ce qui est interdit en Russie, c'est la propagande homosexuelle. Donc, ils s'interdisent les gay pride, etc., etc. Ce qui conduit évidemment à une criminalisation de fait de l'homosexualité, parce que à partir du moment où on condamne l'expression homosexuelle, toutes les discriminations sont autorisées et les violences envers les personnes LGBT sont inacceptables et sont banalisées. Et ce qui fait donc que la Russie s'inscrit de la même manière que l'Arabie Saoudite, le Qatar, dans des violations clairement des droits des minorités. Donc on voit bien que la Russie est loin d'être un paradis. On voit bien que la Russie, pour autant, n'est pas plus un diable que bien d'autres des alliés de la France. C'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que on passe d'un monde, si on se base sur ces critères-là, on passe d'un monde qui était tout blanc et tout noir, c'est-à-dire les gentils et les méchants, à un monde qui est beaucoup plus gris foncé, où tout le monde, où personne n'est un gentil, et il y a du bien, il y a du mal un peu partout, et c'est donc dans un monde comme cela, dans un monde complexe, qu'il faut se demander si y a-t-il un biais avec la Russie, y a-t-il un biais avec la présentation qui nous est faite de la politique russe. Donc évidemment, pour cela, on va regarder ce qui se passe au niveau des médias. Prenons l'exemple de l'affaire Benalla et de l'Observatoire de la désinformation, le Disinfolab EU, qui a fiché plus de 45 000 comptes Twitter en France. Donc j'imagine que dans cette salle, beaucoup d'entre vous ont été fichés. C'est mon cas personnellement. On voit bien qu'on a là un organe qui est financé par les États-Unis, qui est financé par la Commission européenne et qui a donc avancé la thèse que l'affaire Benalla a été montée en épingle par des comptes Twitter russes, par des robots russes, puis quand ils ont publié leur listing, force a été de constater que ni vous ni moi n'étions des robots russes, et que donc ils ont basculé, ils ont dit oui, mais en fait ce sont des comptes identifiés comme pro-russes. Et donc là on a bien une hostilité à la Russie qui devient un moyen de politique intérieure. C'est-à-dire qu'on utilise la Russie
qu'on a dépeint comme un diable pour dire que toutes les personnes qui agissent sur un plan intérieur deviennent des alliés de ce pays et donc assimilés à cette diabolisation de l'ennemi. Et donc, cela devient de plus en plus compliqué pour les personnes qui souhaitent la paix de pouvoir discuter et ne serait-ce qu'échanger sans que cela soit perçu comme, on va dire, un sujet qui n'est pas au service qui n'est pas donc à partir du moment où on diabolise la parole de quelqu'un, on rend impossible tout échange argumenté avec cette personne. Deuxième sujet, toujours dans les médias et toujours dans l'actualité, les vacances de Vladimir Poutine. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais France 2 a diffusé une photo de Vladimir Poutine à côté d'un tigre qui nous ont présenté comme les vacances de Vladimir Poutine, où il passe son temps à chasser le tigre. La photo datait de 2008, et au contraire, c'était un moment où Vladimir Poutine faisait la promotion de la réintroduction du tigre en Russie. Donc là, on passe d'une action de protection de la nature à la démonstration que le dirigeant russe est un horrible sauvage qui va tuer les mignons petits tigres. Donc on voyait bien qu'il y a là, encore une fois, la volonté de diaboliser, de bestialiser même celui qui est prévu comme l'ennemi l'ennemi avec un E majuscule. Et donc, au-delà du fait de ce que cela démontre sur, on va dire, on peut espérer que ce n'est pas une volonté propagandiste affichée de France 2, mais cela démontre l'incurie des journalistes, la nécessité de l'Observatoire de la déontologie que nous demandons, mais cela démontre aussi que pour toute cette oligarchie et cette caste, imaginer et affirmer que Vladimir Poutine chasse le tigre pendant ses vacances, c'est quelque chose de crédible. C'est donc, cela nous dit beaucoup sur l'image mentale de ce qu'ils pensent possible et crédible par la population française d'un dirigeant russe. En même temps, il était quand même en train de chasser un peu un ours torse nu au bord de la rivière. Non mais on prendra les questions après, mais il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a également un biais politique. Typiquement, lorsque l'on a fait la discussion sur la loi de programmation militaire à l'Assemblée nationale, à côté des moyens alloués au budget, il y a ce qu'on appelle un rapport indexé, qui est une vision géopolitique de la France et qu'elle l'exprime en gros, de quelle manière et à quoi va servir l'argent qui a été voté. Un des grands axes de cette LPM, c'était la résurgence des États-puissances. Et la résurgence des États-puissances, c'est-à-dire en gros des États qui ont des véritables armées et qui sont potentiellement des ennemis, hein, et donc qui sont différents de Daesh, par exemple, qui n'est pas un État-puissance, qui est juste une armée informelle et donc de moins haute intensité que les armées étatiques. Et donc, cette LPM cible deux États-puissances, la Russie, la Chine. Quand nous avons souhaité y introduire, par exemple, la Turquie, parce que clairement, quand on voit les actions de Erdogan vis-à-vis des Kurdes, vis-à-vis de la Grèce, vis-à-vis de la Syrie, lui aussi, c'est un État-puissance qui a des actions agressives. Il nous a été clairement refusé par le gouvernement d'intégrer cette puissance parce qu'elle faisait partie de l'OTAN, parce que, etc., etc. Et donc, les États-puissances, il n'y a que la Russie qui est un danger avec la Chine. Ensuite, il y a également le choix des opposants qui sont soutenus. Hein. Quand avons-nous entendu la France se soucier du sort, par exemple, de Raif Badawi en Arabie Saoudite, ce blogueur
qui a été condamné à 1000 coups de fouet, à 10 ans de prison. Jamais la France n'a réellement élevé la voix pour exiger sa libération. De la même manière, quand avons-nous entendu la France se soucier du sort de Sergueï Oudaltsov, le représentant du Front de gauche en Russie, qui vient d'entamer une grève de la faim et de la soif depuis le 20 août, qui est donc met en danger sa vie. Nous lui avons apporté évidemment tout notre soutien, vu que c'est un des partis opposants à Vladimir Poutine avec qui nous avons de bons rapports. Mais dans le même temps, jamais la France n'a pris la parole pour le soutenir. Mais dans le même temps, M. Kasparov ou M. Navalny, qui ne représentent rien politiquement en Russie, eux sont régulièrement soutenus par les autorités françaises. Donc il y a donc là aussi un biais et le choix par le gouvernement français de qui on soutient, c'est-à-dire qu'on ne critique pas l'Arabie saoudite, et quand il s'agit de la Russie, on choisit les opposants qui nous intéressent. Voilà sur la politique intérieure russe, ce qui nous amène à la politique extérieure de la Russie, et un certain nombre d'affirmations qui nous sont faites et qu'il convient, là aussi, de relativiser et de mettre, surtout, en parallèle avec les actions du camp occidental, et de voir là, à ce moment-là, si ce qui est reproché à la Russie ne pourrait pas être, d'un autre point de vue, également reproché au camp occidental, et donc, par un jeu de miroir, expliquer aussi un certain nombre de réactions de la Russie. Donc on va les prendre une par une. Par exemple, l'affirmation que la Russie viole le droit international en différents endroits du monde et protège des dictateurs. Donc en Syrie, par exemple, on peut se dire que le soutien à Bachar el-Assad, le soutien de la Russie à certains bombardements de populations civiles contribue à une violation du droit international et à une protection de Bachar el-Assad. Oui, mais dans le même temps, nous avons des bombardements français, anglais et américains en violation flagrante des droits de l'homme, qui ont également visé la Syrie. De la même manière, la France, le Royaume-Uni, les Américains n'ont rien fait pour défendre les Kurdes quand les Turcs les ont attaqués, notamment à Afrin. Sur la Syrie, à l'inverse, la Russie avait, dès le début du conflit, proposé une action coordonnée commune contre Daesh. La condition, c'était que justement les nations occidentales ne fassent pas du retrait de Bachar el-Assad un prérequis, ce que celle-ci avait refusé, parce que c'était à l'époque, il y a un certain nombre d'années, le fait de Bachar doit partir et après on pourra organiser la paix en Syrie. C'était quelque chose qui était illusoire. Quand il y a un conflit, il faut faire avec les belligérants. On ne peut pas non plus décider. Et au final, on a eu 8 ans de guerre, on a eu Daesh renforcé, et au final, on a Bachar el-Assad qui reste au pouvoir. Donc, échec complet du refus d'avoir coopéré et collaboré avec la Russie dans cette situation, parce que l'objectif américain n'était pas la paix, mais c'était bien de priver la Russie de son allié principal dans la zone qui était la Syrie. Deuxième exemple, la Crimée. La Crimée, dont tout le camp occidental accuse l'annexion par la Russie. Alors, bon, ce qu'il faut rappeler, c'est que la Crimée était un territoire russe depuis le XVIIIe siècle. Il n'a été rattaché à l'Ukraine qu'administrativement
par une décision unilatérale du premier secrétaire du Parti communiste d'Union soviétique, Khrouchtchev, un soir où il avait sûrement bu trop de vodka, et avec une population qui était majoritairement russe dans l'est du pays et quasiment exclusivement russe en Crimée, et alors même que le nouveau pouvoir ukrainien avait pris des mesures discriminatoires vis-à-vis des populations russophones, notamment sur la pratique de la langue. Donc là aussi, il faut relativiser l'action de la Russie vis-à-vis de la Crimée. Sur la question des droits de l'homme, qu'est-ce que la France a le droit de dire sur cela quand par exemple, si on prend l'exemple de l'Égypte, de monsieur Al-Sisi, hein, le représentant de l'observatoire de l'association Observatoire des armements, affirme, lui, que la France a quasiment co-construit l'appareil de répression du régime, un appareil de répression qui aujourd'hui est terrible vis-à-vis de toutes les formes d'opposition. Ensuite, sur les droits de l'homme également, la CIA a construit des prisons illégales dans toute l'Europe de l'Est. Et pire que tout, la nouvelle directrice de la CIA était celle qui a participé à des actes de torture en Thaïlande notamment. Donc on voit bien que là aussi, on est beaucoup plus dans le gris que dans le blanc ou le noir. Deuxième affirmation, et je vais essayer d'accélérer, la Russie fournit en armes des puissances et des organisations privées qui déstabilisent le monde. La France est le troisième exportateur d'armes au monde, 2,1 milliards d'armes exportées en 2017. Et la France ne fournit pas n'importe quel pays. La France fournit, on va dire que le premier acheteur d'armes en France, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui aujourd'hui est engagée dans une guerre au Yémen, une guerre qui est jugée illégale par les Nations Unies, qui ne respecte pas le droit de la guerre et où il y a des crimes de guerre qui sont commis, ne serait-ce que par le blocus qui est organisé sur le Yémen, où l'ONU explique que les belligérants utilisent la famine comme une arme de guerre. Là, il y a encore eu au mois d'août un bombardement sur des hôpitaux qui ont tué plus de 40 civils. Et l'Arabie Saoudite a dit que ce bombardement était totalement justifié d'un point de vue militaire. Et la France vend des chars Leclerc, des avions de ravitaillement, des pods qui permettent de désigner les cibles sur lesquelles les bombes vont tomber. Bref, on leur fournit également un renseignement satellitaire et des journalistes ont affirmé que des forces françaises spéciales étaient présentes dans le conflit pour soutenir l'action de l'Arabie Saoudite. Nous avons interrogé le général Lecointre, le chef d'état-major, qui a répondu devant la commission que non, il n'y avait pas de forces spéciales, mais que s'il y en avait, il s'agirait d'opérations clandestines et qu'il n'aurait pas le droit de nous le dire. Je vous laisse en tirer toutes les conclusions. Donc, je ne reviens pas sur l'extension du complexe militaro-industriel américain qui a besoin de vendre et de guerre pour exister et qui contribue énormément à la prospérité des États-Unis. Oh là là, c'est beaucoup trop long. Donc, je vais résumer, je vais aller plus vite. La Russie adopte une stratégie agressive et relance la course à l'armement, notamment nucléaire. Bon. Je rappelle que les chiffres de la recherche continuent de placer les États-Unis au sommet. Ce sont les États-Unis qui ont mis en danger la non-prolifération parce que c'est Trump qui, le premier, a évoqué l'idée de renouveler son stock d'armes tactiques. Vous savez la différence entre les armes tactiques et les armes stratégiques. Les armes stratégiques, c'est par exemple les missiles qui vont aller détruire un pays après
que notre propre pays ait été détruit. C'est ce que nous avons, par exemple, dans notre force océanique. On a un sous-marin qui a ces missiles stratégiques. Des armes tactiques, ce sont des bombes nucléaires qui servent à détruire des cibles précises. Et donc, ça veut donc dire que dans ces cas-là, on utilise l'arme nucléaire non pas comme une arme posthume, mais bien comme une arme offensive. Donc, c'est Trump qui en a parlé le premier, et les Russes qui ont suivi. La stratégie d'armement russe, je vais passer. Juste vous avez peut-être entendu parler dans les médias du système antimissile S-400 russe, qui est le système d'antimissile le plus efficace au monde. La crise entre les États-Unis et la Turquie en ce moment est essentiellement liée au fait que la Turquie souhaite acheter ces missiles S-400. Ces missiles S-400, ils ont été développés par la Russie en réponse à la prolifération des bases otaniennes à ses frontières, donc pour garantir sa souveraineté sur son espace aérien, et surtout pour les Américains. Le S-400 est un véritable danger parce que la stratégie américaine repose sur une domination absolue des airs et sur la capacité américaine à voler partout sans pouvoir être empêchée. C'est ce que les experts américains développent comme théorie, c'est la question du déni d'accès. C'est-à-dire qu'ils reprochent à des pays de leur nier le droit d'accéder à leur espace aérien. Donc, vous voyez bien la logique qui est derrière, c'est-à-dire qu'on est les Américains, on a le droit d'aller faire ce qu'on veut partout dans le monde et de survoler n'importe quel pays, et on refuse que vous ayez des installations militaires qui nous empêchent de le faire. Donc, vous voyez bien un peu et cet aspect, cette question du déni d'accès a été totalement repris dans la loi de programmation militaire française, où on réaffirme que c'est scandaleux qu'il y ait des pays qui nous empêchent de survoler avec nos avions militaires leur espace aérien. Autre aspect qui est reproché à la Russie, c'est la Russie, c'est le diable d'Internet, c'est eux qui sont à l'origine de toutes les attaques, de tous les virus, etc. Alors, oui, la Russie est une très grande puissance en termes de cyber, mais il n'empêche que ce sont quand même les États-Unis qui ont, avec la NSA, écouté tous les dirigeants mondiaux, dont les dirigeants français et européens, pendant des années, et à la fin, sans qu'on ne leur dise rien. Donc, dans le domaine cyber, et je me permets de vous renvoyer à l'excellent rapport parlementaire que j'ai rédigé sur la cyberdéfense. Mais en gros, pour résumer d'une phrase, et tous les experts que nous avons auditionnés dans cette mission d'information nous l'ont dit, dans le domaine du cyber, nous avons des alliés, mais nous n'avons pas d'amis. C'est-à-dire qu'en gros, dans le domaine du cyber, que ce soit la Russie ou les États-Unis, on a autant à en craindre. Et donc, c'est vraiment le domaine dans lequel nous devons, tout seuls, garantir notre souveraineté et notre protection. Sur la question de l'ONU, vous savez, on entend souvent dire que la Russie bloque le fonctionnement de l'ONU, que c'est à cause d'elle, qu'elle met toujours son veto, que l'ONU ne sert plus à rien à cause de la Russie. Bon, déjà, c'est pas totalement vrai, parce que des fois, on arrive à avoir des résolutions votées à l'unanimité. Celle sur le cessez-le-feu en Syrie le 22 février 2014, par exemple. Mais les États-Unis bloquent aussi souvent l'ONU. Je vais juste vous donner quelques traités qui n'ont pas été signés par les États-Unis et que donc les États-Unis refusent d'appliquer. La Convention sur les droits de l'enfant, la Convention sur les mines antipersonnelles, la Cour pénale internationale. Je rappelle que les États-Unis ont quitté l'UNESCO en 2017 parce que l'UNESCO avait reconnu l'existence de l'État de Palestine. Donc on voit bien que les États-Unis aussi, ils savent bloquer l'ONU quand cela va à l'encontre de leurs intérêts. Et rappelez que si la Russie a été aussi échaudée sur l'ONU, c'est aussi en raison de la guerre en Libye. Vous vous rappelez, l'ONU avait voté une résolution à l'unanimité pour déterminer des zones d'exclusion aérienne, c'est-à-dire d'empêcher Kadhafi d'aller bombarder certaines zones de son pays. Tout le monde l'avait voté, cette résolution. Et en utilisant cette résolution,
La France, le Royaume-Uni et les États-Unis, encore eux, ont transformé cette zone de non-exclusion en des zones où ils ont été bombardés, les forces gouvernementales. On peut penser ce qu'on veut de Kadhafi. On voit aujourd'hui le résultat de ces frappes. Il n'y a plus d'État en Libye. Il y a eu une déstabilisation complète de la région, des armes qui se sont répandues dans tout le G5, des soldats entraînés qui ont rejoint des groupes qui se sont soudainement reconnus islamistes ou terroristes, parce que bon, après tout, pourquoi pas ça plutôt qu'autre chose, et qui contribuent à la déstabilisation de cette zone, une zone dans laquelle maintenant nous sommes engagés militairement pour au moins 10 ans. Donc on voit bien là que, alors oui, oui bien sûr, sans évoquer la crise migratoire qui en découle. On voit bien que, en fonction du point de vue où on se place, on peut se dire que les agissements de la Russie sont scandaleux, mais on peut tout à fait se dire que les agissements des pays dits occidentaux le sont tout autant. Donc tout est question de point de vue. Donc on a donc bien relativisé les griefs qui sont faits quotidiennement dans nos médias et par nos dirigeants politiques vis-à-vis de la Russie. Et donc il faut se demander quels sont les véritables facteurs d'instabilité et qui poursuit quels objectifs, en fait, qui a intérêt à une guerre avec la Russie. Donc, ces facteurs de déstabilisation, ils sont largement indépendants de la politique menée par la Russie. La première catégorie, on va dire, c'est des éléments de contexte globaux, au premier rang desquels le réchauffement climatique. On va dire que ce réchauffement climatique ouvre d'autres zones de recherche de matières premières. C'est le cas de l'Alaska aux États-Unis, c'est le cas du Grand Nord russe, mais c'est également l'arrivée de nouvelles voies de communication. La fonte de la calotte polaire ouvre des voies de communication autour de l'Arctique qui n'existaient pas auparavant et qui sont donc contestées par les différentes nations qui sont autour de ce pôle, les États-Unis, le Canada, la Russie. Et donc le détroit de Bering devient une zone et un enjeu de confrontation, y compris toutes les îles Kouriline, par exemple, qui étaient japonaises, russes, et qui pourraient redevenir un enjeu de tension. Deuxième élément de contexte, les actions militaires unilatérales des États-Unis, qui ont durablement affaibli l'ONU. L'intervention militaire en Irak, avec les mensonges américains devant le Conseil de sécurité de l'ONU, cette action unilatérale qui a entraîné un désastre humain terrifiant, parce que le nombre de morts en Irak est effarant, qui a contribué à l'implantation de Daesh et au développement d'actes de terrorisme, y compris dans nos pays. Je ne reviens pas sur l'intervention militaire en Libye que j'ai déjà évoquée, avec la déstabilisation du Mali, le retour de l'esclavagisme dans ce pays, etc. etc. Je ne vais pas développer sur les autres aspects des actions désordonnées des puissances otaniennes, etc. etc. L'armement d'Al-Nosra en Syrie, le soutien aux pétromonarchies wahhabites qui financent la diffusion d'une conception ultra-rigoriste de l'islam, notamment en Afrique. Deuxième élément qui contribue à cette instabilité du monde au niveau européen. Avec, depuis la chute du mur de 1989, l'avancée continuelle de l'OTAN à l'Est, avec le summum de la volonté de l'OTAN, à un moment donné, d'inclure l'Ukraine, et y compris la Géorgie, à l'OTAN. Donc vraiment la volonté de recréer un glacis autour de la Russie et de l'encercler. L'installation de batteries antimissiles, avec l'accord de Chicago en 2012, signé par François Hollande, créer un bouclier antimissile, ça revient à inverser la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, normalement, c'est une arme posthume. C'est-à-dire, vous nous avez détruits, mais comme vous nous avez détruits, nous, on est quand même en capacité de vous détruire parce qu'on a l'arme nucléaire. Dire, on est protégé de l'arme nucléaire, ça revient à dire que nous, on peut utiliser l'arme nucléaire en premier, vous serez incapable de nous détruire. Donc, on inverse
et on détruit complètement la conception même de dissuasion nucléaire. Autres éléments, les manœuvres de réassurance en Europe. Par exemple, c'est une opération appelée Lynx qui fait que nous avons aujourd'hui 50 chars Leclerc, 50 chars Leclerc en Estonie, à la frontière russe. À quoi vont-ils servir? On sait très bien que ce n'est pas eux qui arrêteront les milliers de chars russes, et c'est on va dire, une preuve de défiance de la France vis-à-vis de la Russie qui ne fait qu'envenimer les choses. Mais par contre, ça fait plaisir aux Estoniens, et en échange, les Estoniens vont envoyer 300 soldats au Mali. Donc on voit bien que là, on a quelque chose qui n'a pas de sens. L'Union européenne vient de décider d'un budget de défense de 20 milliards d'euros. L'essentiel de ce budget va servir à financer des autoroutes en Pologne pour que les chars aillent plus rapidement de l'ouest vers l'est. C'est ça l'essentiel de ce budget de défense. Parce que quand ils ont fait des exercices au temps, ils se sont rendus compte que leurs tanks, ils n'arrivaient pas à traverser les rivières d'Europe de l'Est parce qu'elles n'étaient pas guiables, qu'il n'y avait pas assez de ponts, qu'ils s'embourbaient dans les plaines polonaises. Donc là, 20 milliards pour construire des autoroutes. Et Macron va nous vendre ces 20 milliards pour dire ça va nous permettre de développer notre industrie de défense, les PME, les start-up de défense. Non, ça sera des autoroutes en Pologne. Et quand on construit des autoroutes en Pologne, ça veut dire qu'une seule chose, qu'on veut faire la guerre à l'Est. Parce qu'à l'Ouest, il y a l'océan. Le dernier qui a construit des autoroutes pour faire la guerre, c'était Hitler, quand même. On va même plus loin. Les Polonais viennent d'accepter de payer 2 milliards d'euros par an aux États-Unis pour financer l'entretien d'une division américaine sur leur territoire. On en revient au vieux temps de l'Empire romain où on paye des tributs à l'envahisseur pour qu'il nous assure notre propre défense. Donc c'est un abandon de souveraineté absolue de la part des Polonais qui sont prêts à payer 2 milliards pour entretenir des soldats américains sur leur territoire. Donc, au final, tous les acteurs ont intérêt à créer un climat d'hostilité à des fins de politique intérieure. Désigner un ennemi pour assurer l'unité derrière soi et faire oublier les problèmes économiques internes. C'est très bien expliqué dans 1984 d'Orwell. Clairement, on est vraiment là-dedans. En France, la Russie est un des instruments de délégitimation utilisés par la caste pour identifier France Insoumise et FN. Parce que le FN soutient Poutine et que la France Insoumise dit il faut discuter avec la Russie parce que nous n'avons pas le choix, il tire un trait d'union, France Insoumise, FN. Et donc on a là un discours qui n'est plus du tout un discours raisonné, mais on a un discours qui sert des intérêts de politique intérieure. Alors, qui a intérêt à faire la guerre? On va dire que c'est une des parties de l'exposé qui varie le plus rapidement. Parce qu'on est dans, on va dire, quasiment l'actualité immédiate. Là, ce que je vais vous dire aujourd'hui, il y a 2 jours, je ne vous aurais pas dit la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 jours, l'Allemagne vient de publier un rapport qui modifie profondément sa doctrine en termes de politique de défense. Donc ce que je vous dis aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai dans 3 semaines, dans 1 mois, mais en tout cas, cela démontre bien l'actualité et le caractère brûlant du sujet. Alors, pour les pays de l'Est, leur principale préoccupation, c'est la menace militaire russe. Leur volonté, c'est de se placer sous le parapluie des États-Unis en adhérant à l'OTAN. On vient de le voir avec l'exemple polonais. L'élément le plus intéressant, c'est donc l'Allemagne. Parce que, on le sait, l'objectif principal de l'Allemagne, c'est garantir son hégémonie économique en Europe. Cette hégémonie économique, elle repose sur la densité de ses échanges commerciaux avec l'Europe de l'Est, qui représente un bassin de main-d'œuvre et de production délocalisée très important. C'est depuis que l'Allemagne est Allemagne, depuis la fin du XIXe siècle, énormément de penseurs allemands
ont conçu la Mitteleuropa, comme ils disent, cette Europe centrale, comme une Europe allemande, et comme, en gros, le champ d'expansion naturel de l'Allemagne. Ça crée une dépendance mutuelle relative entre cette Europe de l'Est et cette Allemagne. Et la situation économique allemande n'existe que par sa capacité à exporter, donc au maintien du libre-échange. Cette libre circulation des hommes, des marchandises et des capitaux. Mais dans le même temps, elle est aussi dépendante de l'approvisionnement en matières premières russe. Et les États-Unis, eux, ont un objectif qui est principal. C'est maintenir leur puissance. Maintenir leur puissance, et je ne reviens pas sur ces développements, la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon les ont déjà suffisamment expliqués sur si jamais les États-Unis perdent leur place de numéro 1, ils ne deviennent pas numéro 2, mais ils s'effondrent parce qu'ils ne tiennent que par la valeur du dollar. Donc je ne redéveloppe pas tout ça. Et donc l'enjeu, c'est de voir comment on arrive à ce que ce déclin américain se fasse dans le temps long et de manière, on va dire, harmonieuse et sans crise. Donc l'Allemagne, c'est ça que l'information nouvelle vient de publier un rapport qui modifie profondément et qui change ses relations avec les États-Unis parce qu'ils affirment leur volonté de passer d'une sorte de relation de grand frère officieux américain à un partenaire. Et ils avancent 3 raisons. Enfin, ils avancent. On peut imaginer qu'il y a 3 raisons à cela. La première, c'est la réponse à Donald Trump. Et donc la défense du libre-échange. Parce que les Allemands veulent pouvoir continuer à commercer avec la Turquie, la Chine, etc. Et donc ils ne veulent pas de cette guerre commerciale et de ce protectionnisme américain, ce protectionnisme, on va dire, agressif. Deuxième, le fait que la prépondérance économique de l'Allemagne en Europe commence à leur faire exiger et à leur faire revendiquer un statut politique différent. Hein, vous savez, longtemps, on a expliqué que l'Allemagne était un géant économique, mais un nain politique ou un nain diplomatique. Hein, c'était ça qu'on enseignait dans les cours d'histoire-géographie. Et là, peut-être qu'ils veulent autre chose. Enfin, le Brexit. Le Brexit qui fait qu'il y a une modification du rapport de force en Europe, et donc que l'Allemagne, vu que la France ne lui résiste pas, voilà une possibilité de prendre encore plus la mainmise sur l'Europe. Donc tout cela amène à penser qu'on pourrait envisager une Europe, on va dire, plus autonomisée des États-Unis, et donc un éloignement de la guerre avec la Russie. Mais cela soulève beaucoup de questions. La première de ces questions, c'est est-ce qu'on est sur un changement pérenne, ou alors est-ce que si les démocrates l'emportent au mois de novembre, il n'y aurait pas un rebasculement et le fait que les Allemands reviendraient dans le giron américain. Mais on peut quand même se dire qu'on est là vers une modification structurelle. Dans ces cas-là, plusieurs questions se posent. Et il faut vraiment que j'aille beaucoup plus vite. Les pays de l'Est ont 2 solutions. Soit ils considèrent que leur position de dépendance relative à l'Allemagne les protège de l'agression russe, soit ils exigent des garanties. Et dans cette perspective, il y a plusieurs interlocuteurs. La protection américaine. Donc ils resteraient dans une soumission aux États-Unis, quitte à une rupture avec l'Europe. Ou ils s'orientent vers une demande de protection européenne. Dans ces cas-là, plusieurs alternatives. Les Allemands l'assument. Aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, la seule armée digne de ce nom, et encore au niveau européen, c'est la France. Les Français l'assument. C'est un peu ce qu'on laisse subodorer dans la LPM, où à nos questions de si les pays les Balkans sont attaqués par la Russie, est-ce qu'on les protège nucléairement? Oui, non, c'était pas clair. On aurait préféré un non franc et massif, hein, parce que la dissuasion nucléaire, c'est quand les intérêts vitaux de la France sont concernés.
Troisième solution, les Français l'assument dans un premier temps et l'Allemagne remilitarise et prend le lead. Là, une solution mixte et qui semble être celle vers laquelle s'oriente l'Allemagne, c'est de dire faisons une défense européenne, vous les Français, vous investissez, mais on investit dans des copartenariats. C'est-à-dire que l'avion du futur, on va le construire franco-allemand. Hein, le char du futur, on va le faire franco-allemand aussi. C'est-à-dire que tout cela va entraîner et donc toute notre industrie française deviendrait une sorte d'industrie européenne, un peu comme Airbus. Et donc, la France perdrait le contrôle sur sa souveraineté, perdrait le contrôle sur ses industries d'armement, au profit de l'Allemagne, qui aujourd'hui n'a pas les capacités industrielles en termes militaires que la France possède. Et donc, on aurait donc là, une fois de plus, l'Europe servirait de moyen à l'Allemagne de reprendre le contrôle, de reprendre le leadership au détriment de la France qui perdrait une nouvelle fois des éléments de sa souveraineté. Donc, cette option, est-ce que les États-Unis peuvent se permettre de perdre le contrôle sur l'Europe? Non. Sinon, ils perdent eux-mêmes leur leadership. Donc là, on a donc un espace de friction qui se redéveloppe. L'attitude de la Russie est difficile à prévoir. Aujourd'hui, et on peut s'en féliciter, les dirigeants russes font plutôt preuve de sang-froid et, malgré l'ampleur des agressions qu'ils subissent, n'ont pas encore réagi de manière violente. Mais la vraie question, c'est existe-t-il un vrai risque? Rationnellement, non. Rationnellement, les Américains ont la bombe, la France a la bombe, les Russes ont la bombe. Tout le monde sait que s'il y a embrasement, personne ne sort gagnant. Mais le vrai problème, c'est que là, on est dans de l'humain et où l'irrationnel a toute sa place. 1914, qui aurait dit que l'assassinat d'un archiduc à Sarajevo allait entraîner la Première Guerre mondiale et une telle Première Guerre mondiale? Donc, à partir du moment où il y a une irrationalité possible, c'est la complexité des enjeux qui mène à, souvent, parfois, l'irréparable. Et donc, il faut donc ne pas se contenter de cela, et il faut donc agir pour remettre, on va dire, de l'ordre, de l'harmonie dans ce monde. Donc déjà, la France a un rôle à jouer, parce que la France n'est pas une petite puissance. La France est une grande puissance et a une voix qui est entendue. Donc la première chose, c'est de sortir de l'OTAN. Pourquoi sortir de l'OTAN? Ça crée un nouveau climat. Ça, une fois qu'on est sorti de l'OTAN, une fois qu'on est sorti de la soumission aux intérêts américains, parce que c'est ça l'OTAN, hein, c'est pas autre chose, ça veut dire qu'on peut aller voir la Russie et avoir un autre dialogue avec elle, un dialogue où la confiance est revenue. Parce que la confiance serait restaurée, parce que nous ne serions plus un des vassaux des États-Unis. Cela permettrait, vis-à-vis des autres pays de l'Union européenne, de leur dire, voilà, nous on a quitté l'OTAN, et donc on peut peut-être envisager des partenariats autres que ceux de la défense européenne soumise à l'OTAN. Vis-à-vis du Brésil, vis-à-vis de l'Inde, vis-à-vis de ces grands pays, nous aurions également vis-à-vis de la Chine, nous aurions également une autre manière de nous faire entendre, et nous aurions la possibilité de faire advenir un monde multilatéral. C'est-à-dire un monde où il n'y a pas de pôle, un monde où il n'y a pas une puissance qui domine, mais un monde où il y a des États souverains qui échangent, qui discutent. Et cela, ça a beaucoup d'intérêt. Cela permet d'avancer sur les questions de transition écologique. Cela permet d'avancer sur la question du protectionnisme solidaire. Cela permet d'avancer sur l'intérêt général humain en prenant des initiatives communes sur le domaine de la science, notamment le spatial. Cela permet de prendre des initiatives communes sur le réchauffement climatique, sur les domaines culturels. Cela permet de faire la promotion des droits de l'homme par l'exemple et non pas par la guerre. Et donc,
Cela permet de faire réavancer la francophonie politique. Donc, vous voyez, on a, en prenant des décisions, des décisions claires, en ayant une vision aussi sortie de ces, on va dire, images d'Épinal, le moyen de proposer d'autres chemins au monde, des chemins qui ont qui ont pour objectif principal de réaffirmer l'importance de la paix, et que la paix est un combat quotidien, qu'il ne faut absolument pas oublier l'importance du combat pour la paix. Voilà, j'en ai fini. Un petit peu moins d'une heure. Désolé d'avoir été si long. Et je vous propose qu'on prenne une série de questions. Je crois qu'il y a un micro qui fonctionne en plus. Oui, bonjour. Oui, je pense que, donc Leïla, je suis de Petit-Quevilly à côté de Rouen, groupe d'action là-bas. Et je trouve que la discussion est importante. Et je crois qu'il y a quelque chose qui m'interpelle et qui me chiffonne, on va dire. Je pense qu'il y a deux réflexions. Il y a la réflexion qui est menée comme si on était au gouvernement et comme si la France était dirigée par un gouvernement au service de la population, et qu'on pouvait mettre en œuvre, avec les mobilisations de la population, des politiques qui vont contre les intérêts de Macron et des autres. Et par rapport à la Russie, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'on ne peut pas, à mon avis, pour d'autres pays ce serait le cas aussi, mais en l'occurrence c'est une très grande puissance aussi suite à la chute de l'URSS, tout ça, ça joue pas mal aussi dans le contexte politique français. Il faut à tout prix quand même dire que Poutine sert les mêmes intérêts que Macron dans son pays. Et si ça on ne le dit pas, certes, ses intérêts, c'est des oligarques, c'est pas les mêmes classes capitalistes que celles qu'on a en France avec les capitalistes français et les multinationales qui vont avec, mais il sert ces forces-là. Et à partir de ce moment-là, si on dit pas ça, bon déjà si on le dit, je trouve que ça va mieux dans le sens où on peut discuter des relations que les différentes puissances aujourd'hui, capitalistes, impérialistes, moi je dirais plutôt, ont comme objectif. Et on voit bien, que l'incertitude et l'instabilité est gigantesque, et donc que ça change tout le temps. Et donc que nous, on n'a pas de camp. Par contre, on a intérêt à analyser ce qui se passe pour être là, pour montrer dans quel sens vont les intérêts généraux des peuples. En tous les cas... de tous les peuples et pas juste du peuple français, parce que on n'a pas les mêmes, moi j'ai pas les mêmes intérêts que Macron, voilà, les habitants en Russie et les minorités en Russie n'ont pas forcément les mêmes intérêts non plus, et tous ces éléments là, je pense que c'est important de montrer et de démontrer la propagande qui est faite, je suis complètement d'accord, mais il faut aussi que nous on fasse entendre une voix indépendante, parce que c'est dans le même temps et pas après, quand on aurait établi des relations plus saines avec la Russie. Comment on le ferait si c'est Macron qui est au gouvernement ? Je veux dire, il y a un moment donné où on se mord la queue un peu, je trouve. Et donc, c'est un peu ces éléments-là, à mon avis, qui sont importants et que j'aimerais bien qu'on mette en avant, parce que globalement, je termine, les États seront souverains seulement quand on arrive à ce que l'ensemble des populations se débarrassent. Et c'est ça qui est compliqué, se débarrasse de ceux qui nous retirent cette souveraineté, puisqu'ils ne servent pas les intérêts de la population. Voilà, c'est un peu ce point-là que je voulais faire. Bonjour, bonjour Monsieur Lachaud, merci beaucoup pour votre intervention de très bonne qualité. Moi j'avais une question. Oui, pour la sortie de l'OTAN, c'est clair, il faut sortir de la domination états-unienne, et même pas qu'au niveau militaire. Mais est-ce qu'on a pensé dans un cas où, si on arrive à sortir de l'OTAN, est-ce qu'on ne craint pas des sanctions des États-Unis ? Et jusqu'où, et si oui, il y a des sanctions venant des États-Unis, jusqu'où elles pourraient aller ? Voilà.
C'était ma question. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'ai un peu comme la dame là, je suis un peu gênée sur un certain nombre de prises de position d'une certaine manière de la France insoumise. Et je m'interroge vraiment sur qu'est-ce que c'est qu'une opposition vraiment de gauche. Est-ce qu'on peut être de gauche et soutenir l'ultranationalisme? Or, quand par exemple vous parlez de la position de la Russie sur la Crimée, moi j'ai quand même du mal, même si on peut trouver n'importe quelle explication historique aussi, mais enfin, bon, l'intervention de Poutine en Crimée ou en Ukraine, c'est, je pense, à dénoncer, quoi qu'il arrive. Si justement on veut défendre la paix, moi je suis très internationaliste, donc je m'interroge vraiment sur quelle est la place et même on pourrait dire de ce concept de souveraineté nationale. On a quand même là face à nous un Poutine très très nationaliste, c'est toujours dans ce concert de puissance. Est-ce que c'est ça finalement? Est-ce qu'il faut en passer par là? Et vous parlez de 14, moi je parle aussi je crois que c'était le 23 août 39, le pacte germano-soviétique. Je veux dire, il y a comme ça tout un tas de choses qui font que précisément, alors qu'on veut dénoncer, il y a des gens de gauche, que moi je connais, des collègues vraiment de gauche, qui ont tendance à tomber dans le panneau du rapprochement FI-FN en disant où est la ligne rouge que l'on ne doit pas franchir en tant qu'opposition de gauche, quoi. Donc c'est là où je m'interroge toujours. Une dernière question et après... Il faudrait que les gens de ce côté-là aussi soient... Le deuxième tour de questions, c'est dans cette travée. Bonjour. Donc, je vais juste rebondir sur ce que vient de dire Madame, parce que je m'inscris totalement en accord avec ce qu'elle vient de dire. J'ai été extrêmement mal à l'aise pendant tout votre propos. Ça ressemblait vraiment à un plaidoyer pro-russe. Je finis de parler après. Si. Je finirai de parler, après vous répondrez. Il y a un rééquilibrage, mais sous cette forme de rééquilibrage, vous avez fait du relativisme. C'est-à-dire qu'en nous faisant croire que tout se valait, on en arrive à des solutions qui sont déséquilibrées. Si c'est pour quitter l'OTAN, pour aller sous l'emprise de la Russie... Quand vous dites que RSF est une agence de la CIA, alors que RSF classe les États-Unis 45e de ce classement derrière la Roumanie et Taïwan, c'est une erreur grave que vous faites. Quand vous dites que finalement c'est pas si grave le sort des homosexuels en Russie parce qu'il n'y a pas la peine de mort, c'est exactement ce que vous avez dit. Non ? Vous minimisez les volontés politiques de Poutine. Poutine n'a qu'un intérêt, c'est de détruire l'Union européenne et détruire l'Europe en tant que stabilité géopolitique. Je finis. Non, s'il vous plaît, laissez-le terminer. J'ai le droit de donner mon avis, je sais que c'est pas habituel. Mais alors je lui pose une question. Ben, s'il faut lui poser une question, je poserai une question à Monsieur Lachaud. Ben, s'il faut poser une question, si tu veux que je pose... Comment ça se fait que quelqu'un ne peut pas dire quelque chose qui est contraire? Je viens de demander à la salle de le laisser parler. Merci monsieur. Bon, s'il vous plaît. Je finis juste pour vous demander si on peut quand même sortir de ce relativisme et poursuivre un idéal au plan international comme au plan interne, ce que votre propos a peut-être négligé, et je m'en excuse de vous offenser en disant cela. Bien. Alors, je savais qu'en faisant cet atelier, cela soulèverait les passions. Alors, plusieurs choses. Sur Poutine qui sert les mêmes intérêts que Macron, c'est évident. Il sert les intérêts des capitalistes russes et de l'oligarchie russe. Et en effet, j'aurais peut-être dû plus le réaffirmer, mais c'était pour moi c'était une telle évidence que je ne l'ai pas dit, mais ça va mieux en le disant. Vous avez raison. Ensuite, pour autant, ce n'est pas parce que on va dire que
je ne crois pas que je ne crois pas qu'on libère un peuple de son oppression par les sanctions vis-à-vis de ce pays ou en refusant de discuter ou de travailler avec un pays. On voit que dans tout... Je vois que... Non mais, juste, s'il vous plaît. Non mais, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des embargos sur des pays ou qu'il y a eu des sanctions sur un pays, cela n'a fait que renforcer les gouvernements au pouvoir. Donc, dans les relations internationales, on est, d'une certaine manière, contraint de faire avec les dirigeants qui sont au pouvoir. Et j'ai conclu en disant, on va avancer sur les droits de l'homme en convainquant et en démontrant plutôt qu'en imposant. Et ce qui est vrai sur les droits de l'homme, l'est vrai aussi sur le modèle économique. C'est parce que l'on arrivera à avancer, à entraîner d'autres pays avec nous sur l'application de l'avenir en commun, que l'on peut envisager de convaincre d'autres pays que en fait, c'est la bonne voie à suivre, plutôt que de jeter un anathème sur tout un peuple et de ne pas avancer comme ça. Donc voilà, je suis d'accord évidemment sur Poutine, et bien évidemment, je pense que la meilleure manière de soutenir nos camarades du front de gauche russe, c'est aussi de discuter avec la Russie et de travailler avec la Russie. Sans pour autant rebasculer sous la coupe de la Russie. Là n'est pas du tout la question et n'était absolument pas la teneur de mon propos, ou alors il faut que je reprenne tout, parce que ce n'est absolument pas ce que je comptais dire. Et je ne pense pas avoir fait de relativisme. J'ai juste essayé de montrer que la propagande anti-russe qui était menée en France et dans les pays occidentaux, cette propagande anti-russe, c'est une propagande identique que l'on pourrait faire sur l'Arabie Saoudite, que l'on aurait pu faire sur le Qatar, que l'on pourrait faire sur d'autres. L'Arabie Saoudite vend le pétrole en dollars et que la Russie refuse de le vendre en dollars. Ton Oui. exposé est complet depuis le début. Parce que pourquoi on soutenait Epstein? Parce qu'il pliait pour l'oligarchie internationale. Pourquoi on peut... Non, attendez. Mais Ton exposé est incomplet. Pourquoi on soutenait Epstein? Parce qu'il pliait la Russie pour le capitalisme international. Pourquoi on combat Poutine? Parce qu'il plie la Russie pour l'intérêt de l'oligarchie russe. C'est ça le problème. Oui. Poutine a refermé le marché russe aux Américains. C'est pour ça qu'on l'a eu. C'est pas parce qu'il chasse des tigres. Et tout le reste, ce ne sont que des conséquences. c'est pas aussi simple que ça, mais il y a une part de réalité. Mais c'est parce que Poutine reconstitue la puissance russe, bien sûr, évidemment. Mais c'est ça qui est derrière. C'est les États-Unis ne peuvent pas accepter qu'une puissance régionale comme la Russie l'emporte. Non, mais... Non. Bref. Oui. Mais, alors... Ok. Alors, on va le prendre différemment. On va le reprendre différemment. Quoi ? Non, attends, c'est bon. On va le reprendre différemment. Il y a, évidemment, la question de l'oligarchie qui, dans chaque pays, a des intérêts, évidemment. Alors, l'oligarchie est mondiale, sauf que il y a des oligarques russes qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que les oligarques américains. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, et la guerre de 1914-1918 l'a bien démontré, ce sont des affrontements entre puissances et donc sur des intérêts capitalistes. On est d'accord.
La réalité, c'est que, oui, ça va mieux en le disant, mais bon, ça ne me pose pas de problème de le dire, hein, vraiment, aucun. Mais à partir du moment où on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On prône, on dit prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Ok, aucun souci pour le dire. Et maintenant, comment on le fait? Voilà. Donc, à partir du moment où on reprend le pouvoir dans un pays, comme on espère le faire en 2022 en France, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met en place une diplomatie qui permet justement de sortir de ces affrontements de blocs où, en effet, c'est l'oligarchie américaine et notamment celle qui s'enrichit sur ou le pétrole ou le complexe militaro-industriel face, en effet, à des oligarchies russes et donc on essaie de sortir de ça. Et comment on sort de ça? Si ce n'est justement en sortant et en déconstruisant allez, on va reprendre un terme, toutes les superstructures idéologiques qui sont construites et qui sont cette propagande sur ce que j'ai dit, en fait, dans mon exposé, sur la Russie qui est décrite comme l'ennemi. Donc, on est là, on dit exactement la même chose. On le dit peut-être avec des termes différents, mais au final, qui paye? Le peuple, toujours. Le peuple paye, tant parce qu'il est exploité économiquement, que parce que ce sera lui, le peuple américain, le peuple russe, le peuple français, tous les peuples. Ce sont eux qui payent, parce que ce sont eux qui payent les problèmes économiques, ce sont eux qui payent et qui paieront le jour où il y aura la guerre. Donc la paix est centrale, parce que c'est la paix, c'est ce qui assure on va dire, c'est ce qui est le bien le plus précieux aussi des peuples. Parce que quand on voit qu'avec le réchauffement climatique, la dernière étude démontre que la Terre ne serait capable, si l'on n'interrompt pas la courbe, de faire survivre seulement 1 milliard d'êtres humains, il y en a 7 milliards de trop. Voilà. Lesquels? Donc, et on le sait très bien lesquels. Donc, ça sera les pauvres. Donc, on voyait bien que, en fait, tout se tient. Et donc, pour en revenir à la question du relativisme et d'une solution dans tous les pays, c'est parce que nous arriverons à promouvoir la paix, c'est parce que nous arriverons à avancer sur des partenariats que l'on arrivera à convaincre, que l'on arrivera à avancer. On ne convainc jamais avec des canons, on ne convainc jamais avec des embargos, on ne convainc que par l'exemple, et on ne convainc qu'en travaillant par le dialogue. Voilà. Donc, sur la question qui a été posée sur si on quitte l'OTAN, sur les sanctions américaines. Monsieur Lachaud, c'est pas sérieux. Mais non, mais pour ça. Si vous dites un truc et que vous le faites pas, c'est de ce fort. Vous êtes arrivé, vous avez dit faut-il faire la guerre, et vous avez dit tout de suite bah non, alors comment on est raisonnable. Regardez le monsieur là-bas, il était prêt à faire la guerre contre les gens là-bas. Moi, j'ai adoré, hein, parce que c'est exactement le contraire que t'as réussi à faire. Hein. Paf. C'était quand même... si on part d'ici en disant faut faire la guerre à personne, il faut faire la paix, parce qu'on va se faire chier. Je
dirais, c'était cousu de fil rouge. Ah bah oui. Ouais, c'est vrai, c'est... Alors, Ouais, alors... Parce que là, on a vu, il y en a qui sont pour, et il y en a qui sont contre. Là, c'est des pro-Poutine ou contre-Poutine. Contre-Poutine. Mais et en même temps, moi je trouve faire la guerre contre le plus gros choix, c'est un peu bête. et en plus, franchement, vous croyez qu'il est prêt à faire la guerre, lui moi, je crois que je vais vous dire, hein, s'il a dit non, s'il a dit qu'il faut pas faire la guerre, c'est que vous avez vu comment il est bâti. Il est tout seul, il y avait 3 chaises, il est tout seul. Et c'est pas du tout l'intérêt général. Ah bah oui, c'est pas l'intérêt général, là, c'est son intérêt particulier qui a dominé, ça qu'il est. Il est pas... Faut choisir à sa taille. Ouais, faut choisir à sa taille. À qui faut-il faire la guerre? Ça aurait été une bonne question, quoi. À qui? Ah bah oui, ah bah voilà. Voilà. Alors voilà. Donc ça, nous on va poser la question alors. Ouais. Je l'ai mis là. La vraie question, le vrai débat. Eh ben, je suis ravi de vous voir si nombreux aujourd'hui pour notre conférence qui a vidé les autres conférences à côté. Il n'y avait pas un seul bruit d'à côté. Moi, je vais faire l'interprète russe. Graf Et maintenant, je vais faire une petite conférence d'1 quart d'heure qui, je l'espère, ensuite laissera place à plein de questions. Et Pas trop quand même. bon. Et voilà, et donc... Oh là! Il y en a qui veulent faire la guerre au clown. Oh oui, c'est ça. On va peut-être lui faire la guerre à ce monsieur qui est sorti. Oh bah lui. On va se faire la guerre entre nous. Oh ouais, c'est ça. Excusez-moi. Si ici on se fait la guerre, oh putain, c'est pas fini, hein. On arrête là. Bien. Alors, c'était prévu, c'était une intervention des clowns insoumis qui vont intervenir dans plusieurs débats pendant les amphis pour apporter une vision clownesque sur les sujets de la détente. Et donc, on a 2 solutions, il nous reste 5 minutes. On reprend une série de questions où on s'arrête là. Bon, allez, on va reprendre une série de questions. C'est juste que... Attendez. Ah, les sanctions de l'OTAN. Justement, c'est ce que je voulais reposer comme Ouais, question. très bien. Pour que vous puissiez y répondre. Alors, bon, donc déjà, on a l'expérience. Hein, le général de Gaulle avait quitté le commandement intégré de l'OTAN en 1966 et il ne s'était rien passé. Bon, après, notre rupture avec l'OTAN serait un petit peu plus, peut-être catégorique que celle du général, même si au final, la politique qu'il avait entraînée pour la France était aussi une politique on va dire, je ne vais pas dire non alignée, mais au moins qui avait une ouverture qui permettait de discuter avec des pays qui pouvaient être hostiles avec les Américains. Il peut y avoir en effet des représailles américaines, c'est évident. La question, c'est est-ce qu'ils peuvent se permettre, jusqu'où peuvent-ils aller, jusqu'où peuvent-ils se permettre d'aller? C'est une vraie question. Moi, je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre d'aller bien loin. Et de toute manière, où on accepte d'être soumis, ou on prend le risque. Je pense qu'on a plus à perdre à accepter de rester soumis que de prendre le risque. Je voudrais poser une question sur un sujet qui n'est pas totalement celui de la conférence, mais qui me semble quand même très lié. C'est celui de risque de guerre avec l'Iran, qui actuellement me semble d'actualité. Ceci dit, sans aucune sympathie pour le régime des mollahs. Vous êtes sûr?
Mais avec, par contre, toute ma sympathie pour le peuple iranien. Et puis sans compter que cette guerre que les Américains sembleraient vouloir faire à l'Iran, les premières victimes extérieures à l'Iran, parce que clairement eux ils risqueraient de déguster, c'est quand même les pays proches qui ont déjà beaucoup subi avec la guerre en Syrie, en Irak, etc. Et plus largement aussi l'Europe, qui verrait à nouveau venir des réfugiés, avec tous les soucis qu'on a pu voir dans ces dernières années. Bon, ouais. C'est presque un sujet de conférence à lui tout seul, mais on en prend de trop, et j'apporterai ce que je peux apporter, ce qui n'est pas forcément beaucoup d'éclairage. Alors, juste une réponse à la dame derrière et après ma question. Quand vous parlez du pacte germano-soviétique, c'est parce que vous êtes victime, et on l'est tous, de l'enseignement, et l'enseignement, il est toujours fait par les vainqueurs. Il y a eu toute une série de traités qu'on ne nous apprend jamais. J'étais enseignante en histoire, agrégée d'histoire. Il y a eu toute une série de traités entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne nazie, jusqu'à ce fameux pacte de non-agression, qui n'était pas un traité, mais un pacte de non-agression. Et on a assez dit que le slogan de nos classes dirigeantes, c'était plutôt Hitler que le Front populaire, et y compris qu'on sait que les Américains, ils ont retardé le débarquement parce qu'ils attendaient l'écrasement de l'Union soviétique. Alors, bien sûr, je ne défends pas le régime de Poutine, mais il faut aussi, et c'est peut-être aussi le rôle de la France insoumise dans le cadre de l'éducation populaire, qu'on réapprenne notre histoire et qu'on fasse le tri entre ce qu'on nous a enseigné, justement parce que dans le cadre d'un contexte, on veut justement nous soumettre à l'OTAN, aux États-Unis, etc. Après, sur la Crimée, c'est pareil. La Crimée, il y a eu un référendum. Et aujourd'hui, c'est un régime néo-nazi qui est en Crimée, qui exécute les en Ukraine. etc. En Ukraine. Oui, en Ukraine, oui. Et moi, je le sais parce qu'avec mon père qui est résistant, on a voulu aller en Crimée. On nous a interdit, parce qu'on était en relation avec des opposants syndicalistes ukrainiens, on nous a interdit d'entrer dans le territoire. Et donc maintenant, ma question, c'est par rapport à la légitimité de l'armée française. C'est-à-dire que dans la mesure où on arriverait au pouvoir, et dans la mesure où on voudrait effectivement... Alors, je sais qu'il y a quand même une forme d'indépendance nationale qui est parmi l'état-major français, mais est-ce qu'on n'aurait pas des problèmes, y compris de la part de nos propres militaires, parce que maintenant qu'on a une armée de métier et qu'on n'a plus, je ne sais plus comment on appelait ça, la conscription, est-ce qu'on a envisagé ça et comment on pourrait se protéger contre ce qui s'était passé, par exemple, au Chili ? Merci beaucoup pour cette excellente conférence. Moi, je vais poser une question, mais avant, je veux juste rappeler le principe de base de la France insoumise. Pour moi, c'est défendre la paix. Il faut savoir, avant de défendre la paix, qui menace la paix aujourd'hui. Il y a une puissance qui menace la paix aujourd'hui, qui est sur le déclin, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc, du moment qu'on défend la paix, il faut prévoir cette prise de distance avec les États-Unis d'Amérique. Alors, je vous invite à lire un livre, justement, en lien avec ça. C'est le rapport de la CIA du Monde 2035, où on apprend, en fait, que les États-Unis, l'hostilité permanente qui est entretenue, notamment en Europe, vis-à-vis de la Russie, est bien évidemment liée et entretenue par les États-Unis. Ils critiquent la Russie parce qu'ils la considèrent, alors je vous jure, c'est le terme qu'ils ont employé, que c'est une puissance révisionniste de l'ordre une puissance révisionniste de l'ordre mondial aujourd'hui plutôt instaurée par les États-Unis. Nous qui dénonçons pas la Russie parce que c'est un pays qui viole les droits humains, parce que c'est une dictature, juste parce que c'est une puissance révisionniste à leurs intérêts. Ils n'ont pas le terme révisionniste, on dirait un peu l'Union soviétique de la part des États-Unis, c'est un peu curieux. Donc moi, ma question, c'est, je voudrais vous demander quelle forme de nouvel ordre mondial vous envisagez, quelle forme de multilatéralisme, avec quelle puissance? Non mais je sais pas. Oui. Ça va être un peu compliqué. Avec comment vous envisagez les relations, je sais pas, par exemple avec la Chine, avec des pays qui ont une place importante. Bon alors, il me reste 30 secondes pour répondre sur l'Iran, donc sur l'Iran. Donc ce qu'on constate, c'est que encore une fois
Oui. Donc, il y a une conférence cet après-midi, justement, qui va aborder les questions de l'Iran avec Bernard Roucade. Ceux qui sont intéressés par ça, je vous invite à y aller. Je pense que je dirais plus de bêtises que lui, mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que c'est une démonstration supplémentaire de... voilà, c'est pour un monde ordonné au service de la paix, à 15h45, c'est dans cette même salle. Donc avec un des spécialistes français des questions iraniennes. Mais encore une fois, on a vu l'unilatéralisme américain qui impose des sanctions et qui frappe tous les pays. C'est-à-dire que vous avez vu toutes les entreprises françaises qui ont annoncé qu'elles se retiraient d'Iran. Et là, la dernière nouvelle, c'est Air France qui stoppe ses vols pour Téhéran. Donc là, on a encore une fois la soumission aux États-Unis qui est totalement marquée parce que Emmanuel Macron nous avait expliqué pendant le mois de mai, de juin qu'il allait se battre pour que les entreprises françaises puissent continuer, etc. Et au final, rien du tout. Donc, encore une fois, c'est là bien la démonstration que nous avons besoin de rompre avec les États-Unis. Sur l'armée nationale. Alors, bon, écoutez, moi, vu que je suis dans la commission de la défense nationale, je rencontre régulièrement des officiers, je visite de nombreuses bases pour que l'armée prenne conscience que la France insoumise, nous sommes des gens raisonnables, que nous sommes des gens sérieux, que si nous arrivons au pouvoir, et ils ont conscience que cela peut arriver, ça ne sera pas pour eux un cataclysme absolu. Et force est de constater que beaucoup d'entre eux partagent l'idée qu'il ne faut pas traiter la Russie comme un ennemi. Beaucoup d'entre eux peuvent être critiques également sur notre relation avec les États-Unis et avec l'OTAN, que donc c'est beaucoup moins monolithique que ce que l'on pourrait imaginer. Et après, ils ne vont pas me dire le contraire, mais ils ne cessent de répéter qu'ils sont là pour obéir et que ce sont les politiques qui fixent la ligne. Donc bon, c'est vrai que nous n'avons pas vraiment une tradition putschiste non plus dans ce pays. Donc j'ai bon espoir que si nous arrivons au pouvoir, nous puissions éviter le coup d'État. Bon, sur le multilatéralisme, j'ai vraiment pas le temps de développer, mais les Chinois sont des gens raisonnables et il faut que nous puissions, notamment sur des questions commerciales, sur des questions de protectionnisme solidaire, avancer et travailler avec eux. Je pense que l'essentiel de ce sur quoi l'on pourrait avancer, c'est réellement redéfinir nos relations commerciales avec ces pays. Ça serait déjà une première base, parce que cela aussi mettrait un coup d'arrêt au développement des oligarchies de ces pays-là, parce que cela aussi remettrait en cause le mode de fonctionnement du capitalisme transnational à l'heure actuelle. Parce que si l'on met des barrières, on met fin au libéralisme, on met fin à la concurrence entre les peuples, on met fin à cette concurrence qui mène au moins-disant social. Donc vous voyez, on en revient aussi, en redéfinissant ces relations étrangères, à une remise en question des modes de production et des modes de répartition des richesses. Voilà, on a déjà dépassé. Ce que je vous propose, c'est, si jamais vous voulez qu'on poursuive le débat de manière informelle, voilà, quand je suis sur le village militant, n'hésitez pas à venir me voir, qu'on puisse échanger. C'était qui Poutine là? Tu l'as repéré? Tu l'as repéré là, l'anti-russe?